Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck sur Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et Europe 1 pour vous accompagner jusqu'à 19h. La journaliste Véronique Jacquier, maître Laure-Alice Bouvier, Jonathan Sixou, journaliste, tout comme Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, et l'ancien agent du service action de la DGSE, Pierre Martinet. À la une de l'actualité, donc aujourd'hui, la haine qui s'invite à l'Eurovision, un événement musical censé être festif. Oui, mais voilà, certains ont décidé de s'en emparer à des fins politiques. Eden Golan, la chanteuse qui représente Israël, est la cible d'appels au boycott. L'artiste de 20 ans est dans le collimateur des pro-palestiniens. Conséquence, c'est bien une sécurité XXL pour celles qui participent seulement, on le rappelle, à un télécrochet. On écoute les précisions de Marine Sabourin. Ils étaient environ 12 000 à manifester contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Des drapeaux israéliens piétinés, des pancartes anti-Israël et des slogans appelant au boycott de l'État hébreu. Parmi les manifestants pro-palestiniens, la jeune militante Greta Thunberg. Des mobilisations qui obligent la délégation israélienne à prendre des mesures radicales pour protéger sa chanteuse. Eden Golan, 20 ans, ne peut plus sortir de sa chambre si ce n'est pour répéter. Elle est toujours accompagnée de plusieurs gardes du corps et n'a pas participé aux divers événements autour de la compétition. Selon les médias israéliens, il s'agit du dispositif de protection le plus important pour l'État hébreu depuis 1974, après la guerre du Kippour. La chanteuse Eden Golan espère que la finale prévue demain se déroulera dans les meilleures conditions. Je pense que nous sommes tous ici pour une seule raison. Et l'EBU prend toutes les précautions de sécurité pour que ce soit un lieu sûr et uni pour tout le monde. Donc je pense que tout le monde est en sécurité. Et nous ne viendrons ici pour aucune autre raison. Une nouvelle manifestation contre la participation de la chanteuse israélienne est prévue demain. Oui, puisque la chanteuse a répondu de la meilleure des manières en se qualifiant pour la finale, nous pouvons donc nous attendre à d'autres manifestations. 12 000 personnes mobilisées dans les rues de Malmö, c'est énorme, hein. Pierre Martinet va nous le dire dans un instant, puisque les appels à l'exclusion s'enchaînent en réalité depuis le mois de décembre. Et c'est en Europe du Nord que la contestation a démarré. Alors Pierre Martinet, l'Europe du Nord, la Suède plus précisément, vous connaissez bien, puisque vous avez mené des actions là-bas, sur place. Est-ce qu'effectivement, il y a un terreau, une offensive islamiste sur le territoire suédois ? Alors, il n'y a pas une offensive, il y a une continuité de l'entrisme des frères musulmans et des groupes islamistes en Europe depuis de nombreuses années. On peut même dire depuis les années 50 avec dans le domaine associatif, caritatif, etc., etc. Et il y a aussi, il faut également parler de l'entrisme des frères musulmans dans toutes les strates des sociétés. Donc non, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est qu'une continuité. Et dans les années 90, fin des années 90, au balbutiement d'Al-Qaïda, c'était encore les GIA, nous travaillions énormément en Europe, essentiellement en Europe, sur les têtes de réseau, énormément en Suède. En Suède, j'ai pu... très beau pays, hein, j'ai fait les 4 saisons là-bas, au sud de Stockholm, et on travaillait sur des mosquées clandestines, sur des imams proclamés qui hébergeaient des terroristes qui venaient de Turquie, et il y avait des filières pour aller jusqu'à Londres, ensuite ça repartait en Afghanistan. Oui, l'islamisme n'a fait que prospérer depuis de nombreuses années, et encore plus depuis quelque temps avec les flux migratoires. Lampedusa, on a pu le vérifier avec Livre Noir par les îles Canaries, au départ des côtes mauritaniennes. Ils sont à 99,9% arabo-musulmanes. Donc cette importation de d'un pan fondamentaliste de l'islam, eh bien on le retrouve également avec ses poches idéologiques, avec ses poches. Je veux juste préciser que les revendications religieuses du quotidien auront plus d'efficacité sur du long terme que les attentats que nous avons connus en Europe. Et on voit donc la Suède, vous nous l'avez très bien expliqué, et la Belgique, on va y revenir dans un instant, oui, particulièrement gangrénée par l'entrisme islamiste, mais pas seulement. On peut s'interroger aussi sur l'organisation de l'Eurovision, puisque je vous le rappelle, la chanteuse Eden Golan a dû modifier la parole de ses chansons au motif de la neutralité politique. Je vais vous dire un exemple de la version qui a été finalement
changé, qui a dû être changé pour l'Eurovision. Dansant dans la tempête, je n'ai rien accroché. Prends tout et laisse le monde derrière. Bébé, promets-moi que tu me tiendras encore dans tes bras. Je suis encore brisé par cet ouragan. Cet ouragan, c'est vrai que Maître Bouvier, cela interroge cette notion de neutralité politique pour rendre hommage aux victimes des attentats du 7 octobre. Ça interroge et moi je trouve ça concernant. Alors déjà, je voudrais saluer le courage et la résilience de cette jeune femme parce que on a aussi pu voir qu'elle s'entraînait à chanter sous les huées au cas où il y en aurait. Je la trouve particulièrement courageuse et il y en aurait beaucoup qui auraient pas ce courage-là et cette force-là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bon. Il n'y a pas que l'Eurovision, il y a aussi les JO. En mars dernier, LFI avait appelé aussi au boycott d'Israël des Jeux Olympiques. Sauf que, pour des raisons électoralistes, encore une fois, c'est plus populaire les JO, donc il vaut mieux s'attaquer à l'Eurovision, ça a moins de risques. En réalité, l'Eurovision, il a été créé après-guerre pour rapprocher les peuples et pour les rapprocher par la culture. Sauf que le problème, c'est qu'on voit bien que le concours, il se trouve des fois gangréné et il se trouve au carrefour de tensions géopolitiques et on l'a vu notamment avec la question de la Russie qui a vu sa participation annulée en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs, on va sûrement en parler après, c'est ce qui est dit dans les manifestations. Mathilde Panot a tweeté en disant qu'elle ne voulait pas que Israël participe à l'Eurovision. On a les manifestations également en Belgique et la VRT qui a coupé aussi sa prestation et qui font un parallèle entre l'Ukraine et la Russie et la situation entre la Palestine et Israël. Mais là, c'est pas du tout pareil. C'est nier les atrocités du 7 octobre contre le festival Nova, qui était un festival au contraire pour la paix. Et pour retomber sur votre question initiale, Olivier, cette chanson-là, elle était justement destinée à porter un hommage aux victimes. La chanteuse qui prône la paix. Prône au contraire la paix. Rappelons-le, Gilles Kepel, qui était l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin, est revenu sur ce boycott et il parle lui aussi d'une offensive contre la démocratie. On l'écoute. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans les universités, d'une certaine manière, parce que là c'est dans le domaine de la chanson. Ça concerne donc la jeunesse, et on considère que quelqu'un, parce que cette jeune femme est de nationalité israélienne, que je sache, elle n'a pas particulièrement fait de déclaration favorable à la politique de Bibi Netanyahou, nécessairement doit être stigmatisée, interdite, rejetée. Et évidemment, ça pose un grand nombre de problèmes sur la conception qu'on se fait de la démocratie dans notre société. Nous observons, Véronique Jacquier, que l'offensive anti-israélienne, elle se fait dans le monde de la culture, dans les universités, elle se joue partout finalement. Aujourd'hui, cette offensive, c'est aussi, au fond, une offensive contre la démocratie, nos démocraties occidentales. Oui, c'est une offensive contre la démocratie occidentale au nom de la police de la pensée, d'une police de la pensée. Ça me paraît extrêmement grave parce que on voit pas beaucoup parmi les Occidentaux justement de ressorts suffisants pour combattre cette police de la pensée. Comment se réarmer, comment faire face, comment riposter, surtout parce que là on est dans le commentaire. 12 000 personnes qui demandent finalement le boycott d'Israël à l'Eurovision, qui intimident cette jeune chanteuse qui est absolument magnifique, qui est lumineuse et qui est très très courageuse, une jeune femme de 20 ans. Mais vous imaginez le courage qu'il faut pour tenir face à toutes ces tentatives de déstabilisation. Alors d'abord, c'est inacceptable sur plusieurs plans. La politisation de l'événement, bien entendu. Ensuite, la démonstration de force de ce qui se passe en Suède, effectivement, avec les frères musulmans et cette population musulmane. Je rappelle qu'il y a 20% de la population qui est d'origine étrangère, 1 million de personnes, dont 2 millions maintenant sur 10 millions d'habitants en Suède, dont la plupart sont musulmans. Donc on se rend bien compte que là, quand je parle de police de la pensée, c'est parce qu'il y a en plus une police du nombre. Et on voit la même chose en Belgique, puisqu'on l'a vu, interruption du programme à la télévision belge, en partie du programme de l'Eurovision, effectivement, la première partie. Et je vous rappelle que la Belgique, on l'appelle de plus en plus le Belgiquistan. 25% de la population est d'origine étrangère à Bruxelles. Nous allons nous y arrêter avec vous, Pierre Martinet, dans un instant. Mais avant, en France, c'est la France insoumise qui boycotte Israël, qui appelle à ce boycott d'Israël. Nous avons vu Greta Thunberg, figure mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle aussi appelle au boycott d'Israël. Greta Thunberg qui s'affiche aussi régulièrement aux côtés de la communauté
communauté LGBT, entre autres aux côtés de l'idéologie woke. Une fois de plus, nous constatons cette convergence, wokisme, islamisme, pour déstabiliser le monde. C'est ça le but, mais finalement, cette convergence qui pourrait bien être, vous semblez, vouée à l'échec, Thomas Bonnet. Oui, en fait, la gauche aujourd'hui en France, mais plus généralement dans beaucoup de nos démocraties occidentales, n'existe plus que sur les questions de société ou sur les questions de politique internationale. En fait, et c'est intéressant, vous nous avez montré dans la première partie de cette émission l'échange de Gabriel Attal avec une habitante de La Rochelle qui parlait de pouvoir d'achat. La gauche ne parle plus du tout de ces sujets-là parce qu'elle est incapable d'apporter des solutions. Et donc, il se réfugie d'une certaine manière dans des sujets qui, pense-t-il, pourraient être porteurs au niveau électoral. Mais vous savez, je pense que vous avez parlé du fait que la chanteuse israélienne a changé les paroles de sa chanson. Je suis persuadé que même si elle avait chanté une chanson qui n'avait aucun rapport avec les événements du mois d'octobre, elle aurait été visée par les mêmes personnes parce qu'elle n'est pas visée pour ce qu'elle dit, elle est visée pour ce qu'elle est. Et c'est là où, évidemment, il y a des dérives qui sont absolument intolérables en France et plus généralement dans nos démocraties. Avant de nous intéresser sur le cas belge, Jonathan Sicsou, je parlais d'une convergence des luttes qui semblerait vouée à l'échec, puisqu'il y a une réaction peu médiatisée, mais au fond, tout à fait intéressante. Elle vient de l'Union des démocrates musulmans. Alors c'est un parti qui envisage de déposer une liste pour les élections européennes, une liste intitulée Free Palestine Party. Et dans un tweet, eh bien, elles se sont pris, c'était début mai, à Mathilde Panot. Mathilde Panot qui, elle, dénonçait une offensive transphobe en France. Et avec ces mots, donc de l'Union des démocrates musulmans de France, musulmans, avez-vous vraiment envie de voter pour ça? Alors c'est assez intéressant, et c'est pour ça que je le disais, cette convergence, elle est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec par essence, par nature, parce que elle est totalement anti-nature, si je puis dire, dans le sens où vous ne pouvez pas réunir autour de la même table, au sens d'une vie commune et constructive, des musulmans traditionalistes, voire hyper conservateurs, et des LGBT+, et tous les progressistes que cela qui comptent dans cette communauté-là, entre autres d'autres. Et le projet politique de LFI est infaisable. C'est une aberration intellectuelle en soi, parce que toutes les composantes de son public, espère la France Insoumise, peut être réunies sous la même bannière, mais ça ne marche pas. De même que on a pu regarder avec un sourire un peu décalé, mais du second degré, les militants LGBT de ce bord-là qui soutenaient le Hamas. Voilà, c'est ça, c'est cette sphère-là qu'on retrouve et ce qui interpelle. Il y a une aberration en soi, mais cette aberration, elle repose sur, dans ce domaine-là comme sur tant d'autres, malheureusement, elle repose sur un point, c'est l'inculture. Et la bêtise se nourrit de l'inculture. Dans ce contexte, Véronique Jacquier, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, ce moment à peine croyable, au fond, vécu hier par les téléspectateurs belges. La chaîne belge VRT a interrompu la demi-finale de l'Eurovision par un message à l'écran. Message qui disait « Ceci est une action syndicale. Nous condamnons les violations des droits de l'homme perpétrées par l'État d'Israël. De plus, l'État d'Israël détruit la liberté de la presse. C'est pourquoi nous interrompons brièvement l'image. » Voilà ce qu'ont pu lire les téléspectateurs belges hier pendant l'Eurovision. C'est tout à fait hallucinant. Pierre Martinet, hallucinant mais révélateur. La Belgique, vous la connaissez bien aussi. Oui, bien sûr, bien évidemment. C'est le résultat de nombreuses années, de longues années de travail de sabre de certains pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie. Et la Belgique accueille pas mal d'associations musulmanes. Je rappelle que, par exemple, le collectif contre l'islamophobie en France, très proche des frères musulmans, pour ne pas dire qu'ils sont frères musulmans, a été dissous. Ils se sont recréés tout de suite en Belgique. Ils ont traversé la frontière et ils se sont recréés en collectif contre l'islamophobie européenne. Mais il n'y a pas que les Belges. Je pense qu'il faut raisonner beaucoup plus globalement que ça. Il faut raisonner de façon occidentale ou européenne, parce que nous sommes des Européens. Et il y a récemment en France, il y a des services de renseignement qui ont mis au jour un vaste réseau parmi les avocats très proche des frères musulmans. Donc voilà, et on peut aussi l'associer avec ce qui se passe dans l'éducation nationale, avec tous ces médecins qui sont capables de faire des certificats médicaux de complaisance pour les petites filles qui peuvent, pour ne pas aller dans les séances de sport. Mais tout ça, mis bout à bout, eh bien, ça donne la situation actuelle en Europe. Et c'est une situation qui est absolument catastrophique. Et je me demande s'il n'est pas trop tard pour reprendre les rênes
culturelle de notre Europe. Et vous êtes pessimiste même en France. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est cette expression bien connue. Est-ce qu'on peut l'employer avec la Belgique, qui elle semble déjà sous la coupe des frères musulmans, d'après ce qu'on observe régulièrement? La Belgique et la Grande-Bretagne, c'est encore pire. Pierre Martin. La Belgique aujourd'hui, à une certaine époque, ils étaient au-dessus de l'Angleterre, et après l'Angleterre aujourd'hui, c'est catastrophique. Mais les frères musulmans sont légalistes en apparence, et ils arrivent à prendre le pouvoir dans énormément de communes, notamment en Angleterre. Aujourd'hui, je ne sais plus combien, mais j'ai listé récemment le nombre de communes qui étaient gérées par l'islam. Eh bien, c'est effrayant. Et on a vu aussi récemment, juste pour finir, on a vu récemment le Premier ministre écossais, qui est parti depuis, faire l'appel à la prière depuis son bureau. Et n'ont-ils pas déjà gagné, Maître Bouvier, la guerre de communication? Pourquoi je vous pose la question? Puisque l'Eurovision, certes, c'est un télécrochet regardé par 3,5 millions de téléspectateurs en France. Ça, ce sont les chiffres de 2003. 162 millions de téléspectateurs dans le monde en 2023. Donc effectivement, on voit bien que cette offensive de la communication, elle a été comprise par les pro-palestiniens, les frères musulmans et toute cette galaxie. Oui, elle a été comprise et elle est, si je puis dire, dans la logique des frères musulmans, qui en réalité, on a eu une intégration depuis les années 50-60 de musulmans qui sont intégrés et qui ont investi les champs politiques, économiques, administratifs, sociaux, notamment les syndicats par exemple. Et ce qui se passe, c'est que les frères musulmans, ils sont, comme vous l'avez très bien dit, en apparence légalistes, puisqu'ils n'agissent pas de façon brutale comme pourraient le faire des terroristes par exemple, mais ils investissent les différentes sphères de pouvoir pour essayer de faire pression sur ceux qui ont, sur les musulmans qui sont intégrés dans les différents pôles du pouvoir, et faire pression en faisant pression sur les musulmans, par exemple de manière physique, psychologique, etc., comme on a pu le voir. Et là, cette manière de communiquer, ça renvoie exactement à ça. Et nous verrons comment se déroule cette Eurovision. Nous arrivons au terme de cette émission.